Bonjour et bienvenue à cette présentation visant à analyser et présenter les impacts de la culture dans la gestion des relations humaines aux États-Unis. Cette présentation a été conçue dans le cadre du cours GIE 6081, Relations humaines dans les affaires internationales, dispensé par Norine Alilem à l'Université Laval. L'équipe qui a conçu cette présentation est composée de Ousséni Dabon, Tania Lécuyer, Pierre-Olivier Staes, Thibaut Eudes, Alexandre Parent-Bussière et moi-même Brice Dicoumet. Le plan de la présentation restera relativement simple. En premier point, nous allons aborder la notion de culture. En second point, nous allons voir les différentes dimensions de la culture selon la vision structuraliste de Hofstede et Hall. En troisième point, nous allons voir les différentes implications des concepts de sous-culture et de culture dans le monde des affaires aux États-Unis. En quatrième point, nous allons voir une vision critique du structuralisme. Et en dernier point, nous allons aborder les différentes cultures organisationnelles émergentes aux États-Unis. Je vais donc passer la parole à Ousséni qui va nous parler de la notion de culture. Merci Brice. Il est temps pour moi de vous donner la définition de la culture nationale et la définition de la culture d'entreprise. La culture. Qu'est-ce que la culture? Il faut noter que plus d'une centaine de définitions de la culture ont été recensées, comme nous l'avons vu pendant les séances du cours. En anthropologie, les définitions s'accordent sur trois éléments. La culture est acquise par un processus de socialisation et ou d'acculturation. La culture constitue un ensemble complexe évolutif. L'adhésion à une culture distingue dans une certaine mesure les comportements des individus de ceux qui n'y adhèrent pas. De façon générale, on pourra définir la culture comme un bagage commun de valeurs, de façon de faire d'un groupe, d'une collectivité ou d'une société. La culture comprend ainsi les manières dont les personnes mangent, s'habillent, se saluent, agissent les uns envers les autres, éduquent les enfants, abordent et résolvent les problèmes du quotidien, etc., etc. Passons maintenant à la définition de la culture nationale. La culture nationale. Qu'est-ce que la culture nationale? D'une culture à une autre, les valeurs et les comportements diffèrent parfois considérablement. Par conséquent, la culture de l'autre, c'est le système des normes autres que les miennes. Ainsi donc, la culture nationale, c'est l'ensemble de savoirs qui sont partagés par les habitants d'une nation. Passons maintenant à la définition de la culture d'entreprise. La culture d'entreprise. Qu'est-ce que la culture d'entreprise? La culture étant aussi acquise par un processus de socialisation et ou d'acculturation, comme nous l'avons vu, on pourra définir la culture d'entreprise comme l'ensemble des attitudes, des valeurs et des croyances communes qu'acquièrent les membres d'une organisation et qui guident leur comportement. Voilà qui met fin à la partie sur les définitions de la culture nationale et de la culture d'entreprise. Les théories des organisations, en particulier les organisations internationales, de la psychologie et d'anthropologie, ont développé l'idée que la culture nationale influence les composantes sociales des organisations. On est donc en droit de se questionner sur qu'est-ce qui distingue une culture nationale par rapport à une autre, et, partant, les organisations et entreprises des pays. Pour répondre à cette question, je laisse la place à ma collègue Tania qui va vous parler des différentes définitions de la culture. Je vous remercie. Merci aussi. Je me pencherai maintenant sur les différentes dimensions de la culture états-unienne selon la vision dite structuraliste de Hofstede et Hall. La vision structuraliste de Hofstede veut donc la décomposition des cultures en dimensions afin de pouvoir les comparer entre elles. Cette dimension nous intéresse fortement dans le présent travail en raison de leur relation directe avec les pratiques de gestion des relations humaines dans les organisations. Le modèle de la culture nationale se compose donc de 6 dimensions, soit la distance hiérarchique, l'individualisme versus le collectivisme, la masculinité versus la féminité, le contrôle de l'incertitude, l'orientation court et long terme et l'indulgence. Les dimensions culturelles représentent les préférences indépendantes des États sur différents thèmes, ce qui distingue les pays les uns des autres. En d'autres termes, la culture ne peut être utilisée de manière significative que par comparaison. Les dimensions de la culture seront donc analysées de même que leurs impacts sur la gestion des relations humaines dans les organisations aux États-Unis, tant au niveau organisationnel que des relations humaines. Il est à noter que seules les 5 premières dimensions seront analysées, puisqu'elles présentent les impacts les plus importants sur la gestion des relations humaines aux États-Unis.
La première dimension concerne donc la dimension hiérarchique. Cette dimension fait référence au fait que tous les individus d'une société ne sont pas égaux et elle illustre l'attitude de la culture envers ces inégalités de pouvoir. Les États-Unis se placent donc avec un pointage de 40, ce qui va entraîner un certain impact sur la gestion des relations humaines au sein des organisations états-uniennes. Par exemple, dans le processus de prise de décision, alors que beaucoup participent aux discussions et aux débats, c'est le leader qui rend souvent les décisions et on s'attend à ce que tout soit favorable une fois qu'une décision est prise. Puis, dans la relation subordonnée-supérieure, on parle d'une relation davantage familiale. Par exemple, il est commun d'utiliser le prénom et même des surnoms, ce qui dénote de l'appréciation et contribue aussi à bâtir la confiance. Puis, on retrouve un certain malaise avec la hiérarchie et le système de classe. On encourage le partage des informations librement et les patrons ont souvent une politique de la porte ouverte. Les Américains sont assez axés sur l'équipe et n'aiment pas particulièrement les dictateurs, mais ils respectent toutefois les chefs. Puis les qualités les plus recherchées par ordre d'importance, on parle de leadership, personnalité plaisante, habileté à communiquer, expérience et éducation. Il est donc important pour les nouveaux arrivants à un poste de gestion, qu'il s'agisse d'expatriés ou non, d'établir leur crédibilité et de prendre contact avec le personnel. La deuxième dimension est celle de l'individualisme par opposition au collectivisme. Cette dimension ramène au niveau d'interdépendance entre les membres d'une société. Elle se rattache à l'image personnelle, à savoir si on la formule au je ou au nous. Dans une société individualiste, les gens s'occupent d'eux-mêmes et de leur famille immédiate, alors que dans une société collective, les gens appartiennent à des groupes qui prennent soin d'eux et qui échangent une certaine loyauté. Les États-Unis ont un pointage de 91 sur cette dimension, et donc, le faible pointage de la distance hiérarchique vu précédemment, ajouté à un des plus hauts pointages d'individualisme au monde, met en lumière ces quelques constats et impacts sur la gestion des relations humaines. Au sein des organisations américaines, la hiérarchie est établie pour plus de commodité, les supérieurs sont accessibles et les gestionnaires comptent sur les employés individuels et les équipes pour leur expertise. Les gestionnaires et les employés s'attendent à être consultés et l'information est partagée fréquemment. En même temps, la communication est informelle, directe et participative à un certain degré, comme vu précédemment. Les Américains sont habitués à faire des affaires ou d'interagir avec des gens qu'ils ne connaissent pas bien. Par conséquent, les Américains ne sont pas timides au sujet d'approcher leurs homologues potentiels en vue d'obtenir ou de demander des renseignements. Dans le monde de l'entreprise, les employés sont censés être autonomes et faire preuve d'initiative d'affichage. En outre, dans le monde basé sur l'échange de travail, nous voyons que l'embauche, la promotion et les décisions sont fondées sur le mérite ou la preuve de ce qu'on a fait ou que l'on peut faire. L'individu cherche donc son développement personnel et est motivé par l'octroi de responsabilités supplémentaires. La reconnaissance individuelle est basée sur les réalisations de chacun. Quant aux attentes de performance, l'accent est placé sur l'individu, parfois axé sur les tâches. Les employés devaient être des bourreaux de travail et des joueurs d'une équipe. La troisième dimension est celle de la masculinité versus la féminité. Un haut pointage de cette dimension révélera une société entraînée par la concurrence, le succès et la réalisation, alors qu'un faible pointage veut dire que les valeurs dominantes d'une société sont davantage liées à l'entraide et à la qualité de vie. Ce qui est fondamental est donc de savoir ce qui motive les gens à être le meilleur, qui ramènerait davantage à une société masculine, ou aimer ce que nous faisons, davantage féminin. Le pointage des États-Unis est haut, à 62, et on peut le remarquer par le biais de certains modèles comportementaux typiquement américains. La combinaison d'une forte masculinité et d'un fort individualisme donne donc des comportements à l'école, tout comme au travail, qui sont basés sur les valeurs communes selon lesquelles les gens devraient s'efforcer de toujours donner le meilleur d'eux-mêmes et que le gagnant prend tout. En conséquence, les Américains ont tendance à afficher et parler librement de leur succès et réalisations dans la vie. Avoir du succès n'est pas en soi la grande source de motivation dans la société américaine, mais c'est plutôt d'être capable de montrer son succès. Et le tout a un impact sur la gestion des relations humaines dans les organisations, entre autres. De nombreux systèmes d'évaluation américains sont basés sur la fixation d'objectifs précis par lesquels les employés peuvent montrer à quel point ils ont bien fait un travail. De plus, il existe une mentalité de can-do qui crée beaucoup de dynamisme dans la société, impliquant que l'on croit qu'il y a toujours la possibilité de faire les choses d'une meilleure façon. Cet aspect a d'ailleurs un impact important sur la culture organisationnelle qui applique une ouverture d'esprit intéressante en lien avec le changement. Finalement, au niveau de l'évaluation de la performance des entreprises est mesurée mensuellement ou trimestriellement, le rendement des employés est mesuré formellement, souvent pour le biais d'un processus systématique 360 degrés d'examen dans lequel l'employé et son superviseur discutent des objectifs et des réalisations.
La quatrième dimension fait référence au contrôle de l'incertitude. Cette dimension se ramène à la manière dont la société traite avec le fait que l'avenir ne peut être connu. Y a-t-il un désir de contrôler l'avenir ou bien est-ce plutôt une ouverture à laisser les événements se produire? Les États-Unis ont un pointage plus bas que la moyenne, avec un faible score de 46, ce qui dénote, entre autres, qu'il y a un certain degré d'acceptation des nouvelles idées, des produits innovants et une volonté d'essayer quelque chose de nouveau ou de différent en ce qui a trait autant de la technologie, aux pratiques commerciales ou encore de la nourriture. Les Américains ont tendance à être plus tolérants face aux idées et aux opinions de tout le monde et tendent à permettre la liberté d'expression. De plus, les Américains ne nécessitent pas beaucoup de règles et sont moins émotionnellement expressifs que les cultures de meilleure notation. L'impact que l'on remarque sur la gestion des ressources humaines peut se traduire par le fait que la distance hiérarchique et le contrôle de l'incertitude aux États-Unis soient relativement modérés entraîne que les interactions entre les différents niveaux hiérarchiques sont généralement coopératifs afin de créer des environnements culturels plus stables. Cela dénote également que la société, dans son ensemble, valorise moins de règles et ne vise pas à contrôler tous les résultats. Et dans la résolution de problèmes, celle-ci est assez directe, orientée sur les faits. En effet, les Américains aiment profiter des défis et ont tendance à préférer des solutions rapides. Les faits et la logique sont préférés à l'intuition ou au feeling. Aimant planifier et préparer, ils sont toutefois flexibles. Finalement, il est intéressant de noter que l'apprentissage par essai-erreur est plus accepté aux États-Unis que partout ailleurs. La cinquième dimension est celle de l'orientation long terme et court terme. Cette dimension illustre comment la société fait des liens avec son passé tout en faisant face aux défis du présent et de l'avenir. La culture donne priorité à ces deux objectifs de manière très différente. Les États-Unis, avec leur pointage de 26, sont dans la moyenne. Ceci dénote que les Américains sont enclins à analyser de nouvelles informations pour vérifier si elles sont vraies. Par contre, la culture ne fait pas de la plupart des Américains des pragmatiques. Il ne faut pas confondre avec le fait que les Américains sont très pratiques, donc étant animés par la mentalité de can-do mentionnée précédemment. L'impact sur la gestion des ressources humaines en organisation se manifeste par le fait que les entreprises américaines mesurent leur performance sur une base à court terme, avec les déclarations de perte et de profit étant émises sur une base trimestrielle. Cela conduit aussi les employés à lutter pour des résultats rapides dans le lieu de travail. Les décisions stratégiques ont davantage tendance à être faites avec une perspective de court terme que dans d'autres cultures. Vous avez donc pu constater que les 5 premières dimensions de la culture, selon Hofstede, ont un impact certain sur la gestion des relations humaines des organisations états-uniennes. Il faut toutefois bien comprendre que dans le cas d'une expatriation, il serait primordial pour l'entreprise d'effectuer cette même analyse en ajoutant le rapport dyadique entretenu avec la culture du pays d'accueil. Je laisse donc maintenant la parole à Thibaut qui mettra en lumière certaines sous-cultures américaines. Merci Tania. Il est temps pour moi de vous parler des sous-cultures dans la culture états-unienne. Dans cette partie, nous verrons un aperçu des sous-cultures organisationnelles et nous traiterons également du multiculturalisme états-unien. Pour chacun d'eux, un exemple de leur impact respectif sur les RH sera présenté. J'ai choisi de vous présenter les 4 types de sous-cultures organisationnelles abordées par Paul Sekosek. Il ne s'agit bien sûr pas d'une liste exhaustive, mais elle suffit à illustrer l'influence des sous-cultures organisationnelles sur les pratiques RH. Cette publication se base notamment sur les recherches de Hofstede et Hall de 1990. On retrouve donc les sous-cultures organisationnelles suivantes. Axé sur l'employé, où la loyauté et l'engagement sont générés par le bien-être de l'employé. Axé sur la profession, où priment les règles professionnelles. Axé sur la tâche, où le résultat est davantage valorisé que le processus. Et enfin axé sur l'innovation, où l'accent est, comme son nom l'indique, mis sur l'innovation et le développement. Parles et Kosek se sont donc penchés sur l'importance des relations entre la stratégie RH, les sous-cultures organisationnelles et les modalités d'emploi. C'est donc ce que je vais maintenant vous présenter. Dans le cas d'une stratégie de création du capital humain, avec une relation de long terme et de loyauté de l'employé envers l'organisation, une sous-culture organisationnelle axée sur l'employé, associée au développement du capital humain, permet de faciliter la mise en pratique de la stratégie RH. Lorsqu'il s'agit d'une stratégie d'achat du capital humain, on retrouve la combinaison axée sur la profession acquérir le capital humain. Pour une stratégie de conformité du résultat, lorsque l'organisation a besoin de capital humain dont les compétences ne sont pas au cœur des activités de l'organisation, on retrouve axé sur les tâches contracter le capital humain.
Dans une stratégie de collaboration et de partenariat avec d'autres organisations, on retrouve axé sur l'innovation, usé d'alliance pour le capital humain. En faisant ces recommandations, Pals et COSEC mettent ainsi de l'avant l'influence des sous-cultures organisationnelles sur les RH, de par leur impact sur le déploiement de la stratégie RH. Passons maintenant à l'influence du multiculturalisme états-unien. Darte et Bahar remettent en question l'homogénéité de la culture états-unienne. En effet, the US has multiple regional and local subcultures, as the country consists of various ethnic groups and regional traditions, with a strong emphasis on local autonomy and individual state rights. Therefore, it may be presumptuous to generalize a certain country's culture. Ainsi, l'auteur établit l'existence d'une diversité culturelle au sein même des États-Unis. De celle-ci découlerait une diversité des cultures individuelles et des valeurs culturelles. La question se pose donc, quelles sont les incidences de cette diversité sur les pratiques RH? Retrouvons-nous à la diapo suivante pour un exemple. Selon Stone et Hall, en 2007, cette diversité issue du multiculturalisme états-unien a un impact direct sur l'acceptation et l'efficacité des politiques et des pratiques RH. Tout d'abord, en matière de recrutement, l'étude note l'influence des sous-cultures états-uniennes sur la désirabilité des attributs de l'emploi, l'efficacité des recruteurs, le degré d'attraction des candidats envers l'organisation, ou encore le choix des sources de recrutement. Par exemple, les individus issus de sous-cultures hispano-américaines ont moins tendance à consulter les offres d'emploi sur Internet comparativement à la culture dominante. Sans qu'il ne s'agisse d'une liste exhaustive, on retrouve également une influence des sous-cultures sur la réaction des candidats au processus de sélection, les besoins et l'efficacité des formations, ainsi que les attentes des employés envers celles-ci, ou encore, lors de l'évaluation, la réaction des employés face à la rétroaction. Enfin, en matière de rémunération, un autre exemple, les sous-cultures collectivistes, notamment hispano-américaines ou asiatico-américaines, ont tendance à valoriser davantage les rémunérations indirectes liées à la possibilité de passer plus de temps en famille, contrairement à la culture dominante individualiste. Ainsi, on peut conclure que, tout comme les sous-cultures organisationnelles, le multiculturalisme états-unien a une influence significative sur les RH. Voilà qui met fin à la partie sur les sous-cultures dans la culture états-unienne. Il s'agissait évidemment d'un bref aperçu, le sujet étant particulièrement vaste. Je vous remercie de votre attention et je laisse donc la place à Pierre-Olivier qui va vous parler du structuralisme. Merci Thibaut. Alors, comme il nous l'a annoncé, nous allons maintenant nous attarder à l'étude du structuralisme et à quelques critiques. Le structuralisme est une école de pensée difficile à définir. Il se développe au début du XXe siècle à la suite des travaux de Ferdinand de Saussure, qui est un linguiste suisse, et de Claude Lévi-Strauss, le célèbre anthropologue français. Il part d'une volonté de rapprochement des différentes sciences humaines entre elles et d'une volonté de rapprochement des différentes sciences humaines avec les sciences dures. La structure peut être définie comme étant le mode d'organisation de l'objet à connaître tel que les relations y prédominent sur la substance. C'est-à-dire qu'au lieu de définir l'objet tel quel, on va plutôt s'attarder à étudier les relations qui y prédominent pour voir comment il fonctionne. Cela permet donc d'étudier les processus sociaux de manière plus rigoureuse, c'est-à-dire en ayant recours à une démarche plus positiviste. En prenant l'exemple de la culture, on peut voir qu'il s'agit d'un objet difficile à définir. Le structuralisme va alors plutôt étudier les relations qui se produisent au sein d'une culture, et c'est le réseau de relations qui va permettre de créer la structure de la culture. Pour faire un parallèle avec Hofstede, on voit qu'il a créé différentes dimensions, et ce sont les relations entre ces dimensions qui vont permettre de créer la structure de la culture. Comme toute théorie, le structuralisme fait l'objet de critiques. La première de ces critiques, c'est que les structures sont figées dans le temps. Ainsi, le structuralisme va étudier un réseau de relations qui se produit à un moment donné. Or, on sait que les processus sociaux vont évoluer avec le temps. La deuxième de ces critiques, c'est que les structures permettent de généraliser, cependant cela va poser différentes questions. En effet, dans une même société, les structures peuvent différer. Pour reprendre l'exemple de la culture, dans une même société, différentes sous-cultures peuvent coexister. Ensuite,
le recours aux structures permet de généraliser. Cependant, cela se fait aux dépens de l'homme, qui va disparaître en tant qu'individu. Le structuralisme va plutôt s'attarder à étudier les groupes d'individus. L'utilisation de structures est donc forcément réducteur. La troisième des critiques concerne le but ultime du structuralisme. Ce but serait de trouver certains éléments basiques d'une structure qui seraient communes à tous les êtres humains. Ainsi, pour Lévi-Strauss, il y aurait moyen de trouver certains éléments basiques de culture qui seraient communs à tous les êtres humains. Or, rien ne prouve que de tels éléments existent. La critique finale, c'est donc que les structures ne permettent pas de tout expliquer à elles seules. Il faut donc avoir recours à d'autres outils pour compléter cette vision. Voilà qui clôture la partie sur le structuralisme et ses critiques. Je vais donc maintenant laisser la parole à Alexandre qui va vous parler des différentes cultures organisationnelles émergentes aux États-Unis. Merci Pierre-Olivier. Alors l'innovation est depuis longtemps considérée comme un avantage comparatif. Et bien que les ressources humaines soient largement reconnues comme la pierre angulaire au sein d'une organisation, l'innovation en matière de gestion des ressources humaines, elle, demeure ambiguë, les entreprises préférant souvent innover d'un point de vue plus technique. Pourtant, une étude de KPMG fait ressortir que les innovations stratégiques qui ont eu le plus de succès au sein des entreprises sont celles qui se sont principalement concentrées sur les employés et le capital humain. Toutefois, certaines entreprises ont compris l'importance d'innover en RH et ont vu les nombreux bénéfices qu'elles pouvaient tirer de ces investissements. Le premier exemple dont nous allons parler est l'entreprise Netflix. Très tôt dans sa création, celle-ci a mis de l'avant la flexibilité dans sa gestion en ce qui a trait aux vacances et aux congés. Les employés étaient invités à prendre tout le temps qu'ils jugeaient approprié. De plus, aucune structure à proprement parler n'encadrait le système de vacances. Par ailleurs, aucun bonus basé sur les performances n'était remis aux employés. Pour Netflix, ces derniers sont inutiles si les bonnes personnes sont engagées au sein de l'entreprise. Le second exemple que nous aborderons est Procter & Gamble. Cette multinationale qui n'a plus besoin de présentation procède à un recrutement très structuré et sélectif. Le processus, même s'il est long, est loin de rebuter les applicants potentiels car moins de 1% des candidatures reçues sont retenues. L'une des raisons pour l'immense intérêt envers cette entreprise est l'accompagnement de l'employé dès son entrée dans la compagnie et le développement de carrière à l'interne, un concept cher à P&G. Pour soutenir cet avancement professionnel, P&G a mis sur pied plusieurs collèges et universités destinés à l'encadrement et au développement de ses employés et voire à leur épanouissement dans leur carrière au sein de l'organisation. En outre, l'accent est mis sur la mobilité et les employés sont fortement encouragés à entreprendre des mandats à l'étranger dans les autres divisions de la compagnie. Finalement, notre troisième et dernier exemple est Google, une entreprise régulièrement citée lorsqu'on aborde le thème de l'innovation. Outre les conditions de travail grandement avantageuses et l'environnement exceptionnel dans lequel peuvent évoluer les employés, il est pertinent de parler d'un volet particulier de Google, soit le 20% Project. Cela donne la possibilité aux ingénieurs employés par l'entreprise de consacrer 20% de leur temps rémunéré à leurs projets personnels. Cette innovation radicale permet d'une part d'augmenter la motivation et la productivité et d'autre part de retenir les employés et d'attirer de nouveaux talents. Bien qu'a priori cette initiative puisse sembler risquée, il est pertinent de noter qu'elle a permis de supporter le développement d'environ 50% des services actuels de Google, que ce soit Gmail, Google News ou Google AdSense. Dans la mise en place de ce programme, il est également intéressant de s'intéresser au fait que bien que celui-ci soit similaire dans sa conception à d'autres initiatives dans des compagnies comme 3M et HP, le 20% Project de Google est significativement différent des autres en termes de flexibilité, de l'allocation des ressources et est conçu en fonction des besoins de Google. L'entreprise a en effet pris le temps d'analyser ce qui s'y faisait à l'externe, mais a également, et plus important encore, pris la peine de considérer adéquatement ses propres besoins et a adapté la formule pour qu'elle s'intègre de façon optimale à son environnement interne. Toutes ces compagnies américaines et les innovations qu'elles ont mises en place en leur sein reflètent bien la culture organisationnelle aux États-Unis de par les dimensions déterminées par Hofstede. L'influence de la culture américaine est en effet indéniable sur ces exemples par la flexibilité et l'autonomie mise de l'avant par Netflix, l'environnement encadrant et l'esprit familial prôné par P&G et la philosophie Work Hard, Play Hard que l'on peut observer chez Google. Ces aspects fortement ancrés dans la culture organisationnelle américaine sont présents dans de nombreuses autres organisations, comme Apple, Disney ou Starbucks, pour n'en nommer que quelques-uns.
Nous sommes donc parvenus au terme de notre présentation. Nous vous remercions d'y avoir porté une attention particulière et nous vous souhaitons une bonne fin de session à tous et à toutes.